Avez-vous déjà regardé sous l'eau avec un masque et un tuba? Juste en dessous de la surface se concentre une vie extraordinaire. Et à l'air libre, juste au-dessus, on fait de magnifiques rencontres. Mon nom est Joe Bunny. Partout sur la planète, je photographie la nature dans cette dimension entre l'air et la mer, mi-air, mi-eau. L'idée, ou la dimension de plus ou moins 5 mètres, c'est pour montrer au commun des mortels tout ce qu'il y a de merveilleux en si peu de profondeur. Regarde, ça c'est magnifique. Partons en voyage pour un tour du monde à plus ou moins 5 mètres. Nous vous invitons à découvrir l'infiniment petit des fonds de Papouasie et les géants des mers traversant les Açores. À Komodo, nous rencontrons des dragons de la préhistoire et nageons avec les requins-tigres des Bahamas. Cette odyssée révèle la grande fragilité des mers et des océans, pollution et effet des dérèglements climatiques. Des gardiens de la nature se battent pour protéger les espèces les plus fragiles. Nous allons dans le Grand Nord canadien sur la piste de l'ours polaire. Dans ces eaux glacées, Joe Bunny a réalisé la photo de sa vie, primé par la plus prestigieuse des récompenses. Joe veut retrouver cet ours, animal le plus dangereux au monde, devenu le symbole d'un monde fragile et d'un continent en sursis. J'ai toujours eu la passion de la plongée. Envie d'aller voir de l'autre côté du miroir. Avoir l'impression de voler. Le monde sous-marin est là, tout près de nous. Il suffit juste de mettre la tête sous l'eau. Dans 5 mètres d'eau, je fais des rencontres extraordinaires. Le ballet des baleines à bosse en Polynésie française. Les femelles mettent bas dans les eaux calmes de Rurutu. Leurs petits prennent des forces et se préparent à la traversée vers l'Antarctique. 6500 km, la plus grande migration du règne animal. Les mâles chanteurs tentent de séduire les femelles, espérant se reproduire avant le grand départ. Mon voyage débute en Indonésie, dans les fonds marins de Raja Ampat. Je m'intéresse aux grands géants comme aux plus petits êtres vivants. Ce sont les plus fragiles et les premiers à disparaître. Les récifs coralliens sont restés vierges. Il y a peu d'endroits comme celui-là sur la planète. J'ai l'impression d'être le premier plongeur à découvrir ces fonds. Je retrouve mon épouse Machid et ma fille Daria, qui m'ont rejoint pour quelques jours. Là, tu veux voir? Tu veux venir avec moi? Huh? That was good. C'était bien, hein? Comme ça, voilà. Tu regardes comme ça, tu vois?
À très peu de profondeur, juste en dessous de la surface, se cache un monde d'une incroyable richesse. La vie est partout, foisonnante. Il suffit de plonger sous le ponton du village pour le découvrir. Le corail et les gorgones y ont élu domicile, colonisant les piles du ponton. À l'ombre de la passerelle, les poissons se sentent en sécurité. Ils se nourrissent et se reposent tranquillement. Je découvre cet univers tout près du rivage. J'ai vraiment envie de rentrer dans ce banc de poissons et en faire partie. L'effet de groupe fonctionne et les fusillés bien regroupés pensent échapper aux prédateurs. Mais c'est sans compter sur ces carangues aux abois qui vont facilement picorer leur repas dans ce garde-manger. Je n'ai pas l'impression de les déranger, mais plutôt de participer à leur chorégraphie. Le naturaliste Piero Mahler observe la faune aquatique. Le moindre être vivant l'intéresse, même ce concombre de mer, assez commun. Selon une très ancienne tradition, Piero réalise des carnets de plongée très personnels, où chaque espèce rencontrée est minutieusement dessinée et décrite. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je m'étonne un peu des mangroves parce qu'il y a tellement de choses ici à voir. Ah, c'est sûr, il y a beaucoup de choses dans une mangrove, mais avec un crayon et un bloc-notes? Bien, je prends des notes, je fais des petits dessins. Oui, l'appareil photo, c'est bien, mais l'œil, c'est pas mal non plus. J'ai l'impression d'avoir rencontré le professeur Tournesol avec son stylo et son crayon. Bon, bah, vous allez me montrer ça quand même. Ah oui, après? Avec plaisir. Je décris exactement ce que j'ai vu. Et comme ça. Oh, c'est très joli. C'est très joli. J'aime aller dans la mer et voir des choses incroyables. C'est un conte de fées. Et j'ai toujours aimé les couleurs, follement aimé les couleurs. Tu vas là-dedans, c'est une apothéose de couleurs. Ici, surtout ici. Hein. Les petits coraux, toutes les espèces, les crevettes, les crabes. Absolument, C'est oui. incroyable. Il y a beaucoup de plongeurs qui cherchent les grands poissons seulement et ils ratent Tout le 80% du monde là-bas parce Ouais. que c'est très souvent les tout petites choses sont tellement belles. Ouais. Très joli. Tu dois comprendre ce que tu fais parce que tu te mets à dessiner un poisson comme ça, alors tu arrives à un certain point, ça bloque. Si tu ne comprends pas la structure, tu ne peux pas dessiner le poisson. Sinon, tu fais un poisson fantaisie. C'est un travail scientifique que tu fais. Oui, à un certain niveau peut-être, Ah bah, mais, si. mais disons, ce que moi je fais, c'est pas la science, c'est j'aime être étonné. Il est temps d'aller voir les poissons en vrai et de plus près. Tu vas dans la mer avec 10 questions, tu retournes avec 3 réponses et une trentaine de nouvelles questions. C'est toujours comme ça. Tu vas faire 1000 plongées et tu es encore ignorant.
Nous, on a toujours les deux dimensions. Et dans l'eau, tu as tous les trois. Et c'est très joli d'être sans gravitation pour 1 heure ou 2. Pierrot croise le diodon, ou poisson-ballon, qu'il a décrit déjà dans ses carnets de plongée. C'est une harmonie pour nous qui le regardons. Mais si tu es le poisson qui vit toujours en danger de mort ou de vie, c'est pas vraiment une harmonie. Je pense que ça peut être très stressant pour les poissons d'avoir la carangue derrière. C'est un équilibre qui fonctionne tant que l'homme ne fait pas trop de problèmes. Ces notes et ces croquis dessinés sous la mer donneront naissance à de nouvelles pages dans ses carnets de plongée. Le moindre rocher est une source de découverte. Un bond de Sweet Lips nous offre ses couleurs. Nous sommes en Papouasie pour découvrir l'univers de la macroscopie, de ces petits êtres fascinants, parfois invisibles à l'œil nu et nombreux dans ces récifs coralliens. Il faut adapter le matériel et choisir un objectif grand angle pour capter l'infiniment petit. Ce qui est fascinant, c'est les couleurs, la chromie. Et c'est ça qui est très beau là-dedans, c'est vraiment la couleur. On voit des couleurs pétillantes, on voit les nudibranches, les crabes, les crevettes qui sont souvent même transparentes. On voit les organes à travers, c'est super beau à voir. Non, c'est un monde fascinant, c'est beau et c'est signe d'une bonne santé d'un récif. Hein, les premières choses qui disparaissent, c'est tout ce qui est petit. Cet univers microscopique est fragile. On s'en rend compte particulièrement en observant la famille des hippocampes pygmées qui symbolise cette fragilité. Il y a un qui a été découvert récemment, que je n'ai pas encore photographié, que j'aimerais bien photographier, l'hippocampe Pantowi. Et bon, il fait maximum 1,3 cm. La moyenne, c'est, allez, on va dire 1 cm. Et il ne se fixe pas sur un seul endroit, il se balade. Donc en fait, on ne sait pas où il va être, il faut tomber au hasard. On va chercher partout et il n'a pas une seule couleur, il a plusieurs couleurs. Donc lorsqu'il a une chromie bien brillante, pétillante, bon, on peut le voir. Mais est-ce qu'il a la couleur de la roche ou du corail? On peut s'accrocher pour le voir. Nous nous rendons au Passage, un dédale de rochers sculpté par l'érosion depuis des millénaires. Au pied de ces rochers, des récifs coralliens se sont accrochés à faible profondeur. C'est ici qu'on découvre l'univers fascinant des nudibranches et des limaces de mer. On dirait qu'ils se sont déguisés pour le carnaval. Ces couleurs sont en fait un moyen d'échapper aux prédateurs. Ici, une limace de mer va traduire sa toxicité pour avertir son prédateur par les couleurs. Donc plus sa couleur est vive, plus elle peut être toxique pour l'animal. Donc nous, on va se mettre à l'eau pour aller rechercher et photographier ces animaux qui peuvent être vraiment de l'ordre d'utiliser une loupe pour les voir. Un travail d'horloger qui nécessite la présence d'un assistant. Dolphinus, un guide de plongée papou, va aider Joe dans ses prises de vue. Ici, c'est vraiment paisible. C'est vraiment calme. Ah, tu t'installes. Allez, on va faire un peu de méditation en bas.
Comment imaginer que juste sous le miroir de la surface, un extraordinaire jardin multicolore se déploie? Ce récif a été étudié par des scientifiques qui ont recensé 374 espèces. La plus grande densité sous-marine de la planète. Là, je change d'appareil, je prends un avec un objectif macro pour pouvoir m'approcher des espèces microscopiques. Ces animaux sont si petits que Delphinus doit me les montrer avec une baguette pour que je puisse les repérer dans mon viseur. Il y en a sans doute près de ces ascidies. Les ascidies sont composées de cellulose comme les végétaux, mais ce sont des animaux comme le corail. Une limace de mer vient danser quelques instants sous mon objectif. J'ai choisi le bon rocher. Elle semble glisser au ralenti. Tout son univers est là. La limace se nourrit et se reproduit sur quelques mètres carrés. Delphinus a enfin repéré un hippocampe pygmée sur une branche de gorgone. L'animal est minuscule et se confond par la couleur avec son habitat. Un excellent camouflage contre les prédateurs. C'est un hippocampe de Nise, l'une des 3 espèces d'hippocampe pygmée. Je peux enfin l'immortaliser. Imaginons que tout doit disparaître un jour, s'il y a un lieu où à partir duquel ça doit renaître, c'est d'ici. Voilà. Espérons qu'on n'arrivera jamais à ça. Mais gardons cet énorme aquarium bien précieux, bien précieusement. Autour de la planète, les récifs coralliens sont menacés et 50% d'entre eux sont déjà dans un état critique. Le blanchiment des coraux transforme les récifs en véritables déserts. Le réchauffement des eaux est la principale cause de mortalité de ces animaux. La surpêche, l'intense activité humaine sur les côtes et l'intensification des ouragans sont aussi d'importants facteurs de stress pour cet animal. J'aime changer d'univers et de passer de la fragilité des récifs coralliens à la puissance de certains animaux. À l'est de Java et de Bali, j'ai rendez-vous avec la préhistoire. Komodo abrite le plus grand lézard du monde, le varan, ou dragon de Komodo. Sur Terre, il faut voir, c'est un animal qui court très vite. T'imagines un dinosaure qui te court derrière, même s'il fait que 4 mètres, c'est quand même... Il court très vite, 20 km/h. Moi, je ne les fais pas, sinon je gagne le marathon. Par contre, dans l'eau, oui, je vais m'approcher parce qu'il n'est pas si habile dans l'eau. Et en plus, entre moi et lui, il y aura mon gros caisson qui me protégera. Pars pas faire des choses comme ça sans avoir réfléchi. Ça serait de l'inconscience. Donc tu pars, tu dis où est le danger, jusqu'où je peux aller avec l'animal. Il ne faut pas que l'animal sente mon appréhension. Le regard entre toi et l'animal est tellement fort que l'animal le sait, il sent si tu as peur de lui ou pas. Moi, je suis persuadé que l'animal le sent si on a peur de lui ou pas.
On ne peut pas dormir sur l'île de Komodo sans s'exposer aux dangers des varans. Joe doit attendre pour son premier rendez-vous avec l'animal. Au petit matin, il découvre cette île légendaire qui offre de magnifiques paysages. La plupart du temps, les dragons se reposent ou digèrent au soleil. Les varans, qui mesurent de 3 à 4 mètres pour 70 kilos, ne semblent se déplacer que pour les actes essentiels de la vie, se reproduire et, bien sûr, s'alimenter. Leur garde-manger se trouve à quelques pas sur la plage. Ces cerfs, originaires de l'île, sont les proies privilégiées des dragons de Komodo. Ils parviennent parfois à les mordre, les empoisonnant de leur venin. Ils peuvent aussi les assommer avec leur puissante queue, mais la plupart du temps, ils comptent sur la nature pour leur offrir des charognes sur un plateau. Ce cerf a été mordu par un serpent et il est venu mourir sur la plage. C'est toujours le plus gros varan du groupe qui mange en premier. Les plus petits suivent dans un ordre hiérarchique. Les varans sont capables de manger l'équivalent de leur poids. Et il ne faudra pas plus d'1 heure à ces carnivores voraces pour avaler ce grand cerf. Mais ils mettront 1 mois pour digérer ce festin. Cette peau, ces griffes, j'ai l'impression de photographier un cousin des dinosaures. Je suis en plein préhistoire. Le dragon de Komodo est un mauvais nageur. Mais il traverse parfois la mer pour gagner les 4 petites îles qui entourent Komodo. Joe veut le photographier en train de nager. Image rarement réalisée. Il va donc attirer le dragon sur un radeau et le tirer loin de la plage. Et une fois qu'il a fini de consommer, il va vouloir revenir sur Terre. Et moi, je vais le prendre en train de nager sur Terre et retourner sur Terre. Voilà, c'est tout. Ça va durer 3-4 secondes, c'est tout. La ruse va-t-elle fonctionner? L'appât attire rapidement un grand dragon. Après quelques hésitations, il ne résiste pas à ce déjeuner. Le radeau va trop vite. Il est où le varan? Je le vois pas. Ça y est, je l'ai. Le voici qui revient. C'est le moment de le photographier. Les techniques les plus simples sont les plus efficaces. Un appât au bout d'une branche permet de garder l'animal dans l'eau. Le dragon retrouve la terre ferme et se rassure en utilisant sa langue, qui lui permet de s'orienter grâce aux odeurs.
Je me passionne pour les animaux, mais j'aime aussi rencontrer les gardiens de la nature. Ces hommes et ces femmes qui se consacrent à la préservation de la planète. Nous voici en Afrique, direction de la Casamance au Sénégal. Ça va pas le faire comme ça. Faut qu'on mette du bois. En Afrique, on sait quand on part, on sait rarement quand on arrive. Les pistes africaines sont pleines de pièges. Patience et système D, les nerfs sont mis à rude épreuve. Je suis venu rencontrer Haïdar El Ali, l'un des gardiens de la planète, des sauveteurs de la mangrove. C'est ici qu'on peut voir les crocodiles, les lamantins. J'espère. Et aussi tout plein d'oiseaux et de poissons. Entre fleuve et mer, la côte sénégalaise est bordée de mangroves où poussent les palétuviers. On les appelle arbres qui marchent, car les branches poussent vers le sol et s'enracinent dans la base. On a l'impression que la plante avance sur de grandes échasses. La mangrove est un havre de paix. Une multitude d'espèces s'y reproduisent et grandissent à l'abri des prédateurs avant de gagner le grand large. Haïdar nous fait découvrir cet univers protégé. On voit deux semences, deux propagules là, tu vois. Deux propagules qui font. ouais. Donc elles sont tombées de l'arbre, elles vont dériver avec le courant jusqu'à trouver un lieu où elles s'accrochent. Voilà, elles vont s'accrocher, elles vont commencer leur vie. Quand on est dans un environnement pareil qui est rempli de sagesse, qui est rempli de vie, moi j'éprouve des sensations ici de bien-être qui sont exceptionnelles. Donc j'aime bien être là. Ouais. C'est de l'énergie positive, quoi. On le ressent un peu. Et en même temps, on a du mal à l'expliquer aux citadins. On a du mal à leur expliquer l'importance de cet écosystème. Mais quand ils le voient ou quand on arrive à les amener là, tout de suite ils ont compris. Ouais. Ah, tu vois, regarde, un gros crabe là aussi. Je l'ai vu. Malheureusement, la mangrove luxuriante laisse parfois place à un paysage lunaire et désertique. Une lagune désolée où la mangrove a totalement disparu. Tu vois? Quelle tristesse. À l'échelle de la planète, la moitié des mangroves a disparu au cours des 30 dernières années. L'exploitation du bois pour le chauffage et l'augmentation de la population sur les côtes ont fait disparaître ce rempart naturel contre les ouragans et les tsunamis. Exposées aux intempéries, les populations sont privées de ressources alimentaires car les mangroves sont des nurseries qui repeuplent les océans. J'ai l'impression de voir des films de science-fiction où tout est devenu noir et blanc, sans aucune verdure, sans rien. C'est un cimetière, quoi. Exactement ça. On a le choix où tout va devenir comme ça, où on se bat pour restaurer. Le diamètre des troncs laisse imaginer la taille de cette immense mangrove. Que s'est-il passé pour qu'elle disparaisse ainsi ? Dans les années 70, on a eu 10 ans de sécheresse
Et la mangrove a besoin de l'azote et du fer qui est transporté par l'eau de pluie pour la nourrir. Ensuite, on a construit des routes de production pour évacuer les produits agricoles, les produits de l'élevage. On a construit ces pistes-là qui ont empêché les circulations d'eau. La mangrove a besoin de cette circulation d'eau pour lui apporter l'oxygène, la nourriture, pour réguler les taux de sel. Et enfin, l'activité humaine. C'est les trois grands facteurs qui ont fait que ces grandes surfaces de mangrove ont disparu. Aujourd'hui, on ne voit plus que le ciel. Comment faire pour arrêter la dégradation de la mangrove et éviter que la Casamance ne se transforme en désert? Haïdar y a longuement réfléchi. Il s'est dit que ce que l'homme a détruit, il pourrait peut-être le restaurer. C'est alors qu'une idée un peu folle a germé dans son esprit. Replanter à la main, l'une après l'autre, les propagules, ces graines de palétuvier. Partout au bord du fleuve Sénégal, les villages se mobilisent pour replanter la mangrove. Ce matin, c'est une association de mamans qui s'est donné rendez-vous répondant à l'appel d'Océanium, l'ONG animée par Haïdar qui organise la replantation à l'échelle du Sénégal. Chaque départ pour une plantation est un moment de joie et de fête. Les mamans sont très heureuses de nous accueillir. Elles chantent pour que cette journée soit réussie. Chaque année, les planteurs sont plus nombreux. Et cette fête nationale mobilise désormais 110 000 planteurs dans 428 villages. Les planteurs trient les propagules. Les semences de palétuvier ont été récoltées par d'autres villageois à travers la mangrove de la Casamance. Cueilleurs et planteurs reçoivent un salaire financé par des mécénats. C'est le principe d'Haïdar, toujours lier l'économie à l'écologie. Les propagules sont plantées une par une à la main. Et n'oubliez pas, Yaya, on plante d'abord là où on est. Après, on fait un pas, deux pas, on plante là-bas. C'est la seule solution pour obtenir un résultat satisfaisant et voir reverdir la mangrove. Le travail est épuisant, mais les mamans sont animées d'une volonté incroyable. Super. À mon tour, je veux participer et replanter la mangrove. C'est bon? Yaya, c'est bon pour nous. Moi, quand je prends la semence, je lui parle. Je lui dis pourquoi c'est elle que j'ai pris et pourquoi je fais ça. Maman, et alors, on chante plus? Petit pas après petit pas, les Sénégalais ont replanté 202 millions de graines de palétuvier et plus de 17 000 hectares de mangroves. Les propagules ont germé et après 4 ou 5 ans, petit à petit, la végétation a regagné le terrain déserté. La mangrove est revenue.
Comme par miracle, là où la mangrove a repoussé, la vie s'est réinstallée. La nature a souvent d'incroyables ressources. Spatules, hérons, nichent à nouveau dans les palétuviers. Poissons et crustacés s'y cachent pour frayer et se reproduire et constitueront bientôt une ressource essentielle pour alimenter la population humaine. C'est pas une goutte d'eau dans l'océan, mais je vois la vitesse. J'ai envie de dire, les gens qui coupent des arbres, ils vont beaucoup, beaucoup plus vite que ceux qui en plantent. Et l'arbre met beaucoup de temps à pousser. Les zones côtières sont fragiles. Le destin des mangroves, marais et zones humides dépendra essentiellement de l'activité humaine. Entre terre et mer, il existe heureusement des sanctuaires où la nature est en paix. C'est le cas du parc national des Everglades. Je suis guidé par Jesse. Le ranger connaît ces marais comme sa poche. Nous avons pris place à bord d'un airboat, un bateau à fond plat qui permet de se déplacer dans les hautes herbes à travers prairies et savanes inondées. Sur 15 000 km², ces marais sont alimentés par les eaux d'un lac et d'une rivière qui s'écoule lentement du nord vers le sud. C'est l'hiver, les eaux sont basses et c'est la meilleure période de l'année pour observer les animaux. Doesn't want to stop. It's got more energy. Yeah. Oh, this is good. Qu'est-ce que c'est beau. C'est super beau. Voilà, les Everglades ressemblent à ça en général. 70% des marais sont constitués de hautes herbes, les pieds dans l'eau. Et il y a entre 20 et 50 cm d'eau dans cette zone. Les Everglades sont une réserve de la biosphère classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y découvre plus de 350 espèces d'oiseaux, autant de poissons, des tortues et reptiles d'eau, de nombreux mammifères. Ce petit monde se reproduit, grandit et parfois se dévore. J'espère photographier un animal aussi dangereux que fascinant. L'alligator. Long de 4 mètres pour 360 kilos, c'est l'emblème des Everglades. Il y en aurait plus d'1 million dans toute la Floride. Solitaire et territorial, on rencontre l'alligator en progressant lentement dans les chenaux du parc national. Sa silhouette se confond avec les eaux noires du marais. Il semble immobile et totalement désintéressé, mais il peut attaquer sans prévenir et se propulser sur sa proie en une fraction de seconde. Et la proie, ce pourrait être Joe. Je connais le danger, mais je veux approcher l'alligator le plus près possible pour réaliser les clichés à la surface de l'eau. Cet alligator est très nerveux et pas du tout prêt à une séance photo. Nous aurons peut-être plus de chance en choisissant une femelle. Elles sont réputées plus calmes. Le ranger imite la présence d'un autre alligator pour attirer son attention. On dirait que ça fonctionne. Elle s'approche de nous. Je l'ai appelé Silky, comme la soie.
car elle a la peau très douce. La lumière se reflète d'une manière magnifique sur sa peau. Tu vois, le problème avec les animaux sans froid, c'est qu'on voit rien dans leurs yeux. Un requin, lorsqu'il vient vers toi, s'il est énervé, il se combre, il met ses nageoires vers le bas, tu sens que il va s'énerver. Donc tu vois, si elle commence à bouger sa tête de haut en bas, il faut courir et sortir doucement. Mais bon, en tous les cas, je ne peux que courir doucement dans cette eau parce que c'est de la boue. Chaque fois que tu mets ton pied, il s'enfonce de 30 cm là. Comme on le sait tous, un crocodile ou un alligator attaque sur le côté. Donc il ne faut surtout pas être sur le côté. Il faut au moins 45 degrés. Le problème c'est qu'ici, je m'enfonce un peu dans la boue. Donc il faut que je continue à bouger. Parce que si elle met sa tête sous l'eau, je ne l'ai plus en vue. Donc il faut absolument que je garde un œil sur elle, parce qu'après... on ne joue pas avec la mort, quoi. Là, je pense qu'il faut que je sorte de l'eau, parce que là, elle s'est enfuie. Et là... C'était une belle journée aux Everglades. Nous avons fait le plein de photos et d'émotions. You got some good birds as well. Nice. Comme toujours, Joe aime partager ses impressions avec ses passionnés de nature qui l'accueillent et le guident. That's a wonderful one. Merci Selkie, tu as été formidable avec nous. Alligator, requin. Certains animaux alimentent les peurs des hommes. Il n'y a pourtant rien de plus beau qu'un grand requin libre dans les eaux des Bahamas. Le docteur Gruber est un amoureux et un grand défenseur des requins. Son truc, c'est de leur apporter des friandises. Par principe, je ne nourris jamais les animaux, mais je profite de la situation pour les voir de près. L'archipel des Bahamas est le meilleur endroit au monde pour étudier les requins. Le docteur Samuel Gruber de l'Université de Miami y a installé son laboratoire de recherche en 1990. À 77 ans, il continue d'arpenter la mangrove de l'île de Bimini avec son équipe. Car c'est ici que naissent et grandissent les requins citrons. Je vais vous montrer comment les requins citrons vivent dans leur état naturel. C'est un habitat parfait pour les citrons. On va les nourrir un peu pour qu'ils se sentent à l'aise avec nous et on va en capturer un avec les puisettes. Ce sont des petits bouts de poisson. Alors, le courant va transporter cette bonne odeur aux requins et quand ils le sentiront, ils viendront vers nous. Prépare-toi. Quand tu veux, Tristan. On l'a, Joe. Voyons voir s'il y a un trou. Est-ce que c'est une femelle? Attends, Joe, laisse-moi juste l'endormir et le laisser se décontracter, et alors on pourra l'observer attentivement. Il a été mordu par un autre. Oui, probablement. L'équipe prélève un échantillon d'ADN. Celui-ci doit probablement avoir 1 an. On va envoyer cet échantillon d'aileron à Chicago pour être analysé et on le placera dans l'arbre généalogique. Tu as dit arbre généalogique?
Donc tu suis des générations de requins citrons Oui. depuis 25 ans? Wow, ça fait combien de générations ça? Nous avons 3 générations, les nouveau-nés, leur mère et grand-mère. Mensuration et poids sont ensuite collectés pour compléter les données. 1,2 kg à 1,3 kg. Bye, little guy. On a une petite population ici. Sans doute une centaine de femelles vivent à Bimini. Et on a pu établir que seules les femelles viennent dans cette nurserie. Les mâles, non. Les mâles ne reviennent pas. Les femelles reviennent. La raison, c'est que c'est une petite population. Et si les mêmes mâles et les mêmes femelles reviennent toujours, il y a consanguinité. Et ils le savent grâce à l'évolution. Ils savent comment conserver un patrimoine génétique varié. Je profite de cette proximité avec les bébés requins pour les photographier mi-air, mi-eau. Hey, big boy. Here you go, big boy. Woo! Et bientôt, j'aurai étudié 3 générations. Et j'ai pu voir le changement. C'est extraordinaire. Quand j'ai commencé, on disait « un bon requin est un requin mort ». Parce que les requins étaient mauvais. Ils devaient être tués. Sinon, ils allaient vous manger au petit déjeuner. Mais les choses ont changé radicalement. Nous devons espérer. Je suis très optimiste pour l'avenir. Le docteur Gruber m'a indiqué un site exceptionnel au nord de Bimini. Joe, Yeah? bienvenue à Tiger Beach. Super. C'est un site très célèbre. On l'appelle Requin 30. Ça, c'est le site de plongée? Oui, c'est ça. Et si tu regardes, nous avons déjà une paire de requins-tigres tout près. Ils n'attendent que toi. Pour moi? Pour tout le monde? 500 kilos, 4 à 5 mètres de long. Le tigre est un squale impressionnant. Le matériel doit fonctionner au bon moment. Joe doit tout vérifier. Les requins gris et les requins citrons sont en surface. Ça veut dire que le tigre les a chassés du fond. C'est l'occasion de faire quelques photos mi-air, mi-eau. La silhouette du requin-tigre se dessine sous la surface de l'eau. Sur ce site de plongée, on compte parfois plusieurs requins-tigres en même temps. Et Joe est accompagné d'une équipe de sécurité. La consigne est de toujours suivre le requin du regard. Mais il en vient de tous les côtés. Les gens souvent préfèrent le tigre au lion. Moi, je préfère le requin-tigre à beaucoup d'autres requins. Parce qu'il a ses rayures, il a sa puissance, il arrive. En plus, il vient pas vite. Il te regarde, il te regarde, il te regarde. Tu vois son œil qui te suit. Même s'il a avancé, il te regarde sur le côté et tu le regardes. Et cette interaction avec ce requin, il se déplace doucement, sachant qu'il peut décoller à une vitesse et une puissance pas possible. Mais c'est un très très beau requin. C'est un très très beau requin qui a très mauvaise réputation malheureusement. Allez, je le fais. Je me lance dans une caresse.
Je suis loin de mon premier requin il y a 30 ans en arrière, où j'ai pas dormi la veille toute la nuit. Mais maintenant, j'ai appris à les connaître. Je m'en souviendrai toujours, mon premier requin tigre, il est passé à côté du Zodiac. Tu vois cet engin qui est plus gros que le Zodiac, t'es pas fier du tout. Une fois que tu es dans l'eau et tu es dans cette immensité, dans son élément, ça paraît beaucoup plus abordable. Il n'y a pas de raison de paniquer. Il faut juste ouvrir les yeux et regarder, c'est tout. Malgré l'expérience de l'équipe, la situation bascule rapidement. Il y a maintenant 6 requins tigres autour de nous. Les requins ont changé de comportement et commencent à se montrer curieux et agressifs. Ils bousculent les plongeurs, puis l'un d'entre eux passe à l'attaque. Allez, il est temps de remonter. Tout requin peut être dangereux si on lui donne à manger à la main. Tu donnes à manger à un lion à la main, c'est pareil, bon, c'est tout. Mais lorsqu'ils sont en groupe, c'est comme les loups un peu. On est là, quoi. Donc bon, il faut faire attention, ils sont autour de toi partout, il faut avoir des yeux. Il est temps de gagner le grand large pour rencontrer les grands navigateurs. Ces magnifiques migrateurs qui se déplacent d'un océan à l'autre. À 1500 km au large du Portugal, à mi-chemin entre l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud, une succession d'îles volcaniques forme l'archipel des Açores. De tout temps, les navigateurs ont fait escale dans ces îles portugaises. Et il en est de même pour les grands cétacés comme les cachalots, champions de plongée capables de descendre jusqu'à 3000 mètres de profondeur pour se nourrir de calamars géants. C'est une escale au milieu de l'océan. Les cachalots se reposent dans les eaux des Açores avant de repartir vers la haute mer. Nous avons reçu l'autorisation du parc national de plonger avec les cachalots. Mais nous devons attendre le départ des observateurs de baleines qui sont de plus en plus nombreux à venir les admirer sur la route de leur migration. On ne peut pas se mettre à l'eau parce qu'il y a les bateaux des whale watchers, les observateurs de baleines. Et la réglementation ici dit que s'il y a les observateurs, les whale watchers, nous, on ne peut pas se mettre à l'eau, même si on a un permis, etc. Mais bon, la sensibilisation du public, c'est la chose la plus importante. Et en plus, ça fait vivre beaucoup plus de gens sur les îles. Les cachalots vivent souvent en groupe, mâles célibataires entre eux ou formant une famille, femelles et baleineaux accompagnés de jeunes adultes. Le plus grand des cétacés à dents peut facilement atteindre 20 mètres de long pour une cinquantaine de tonnes. Il fascine tous les amoureux des baleines car il possède un cerveau phénoménal, le plus volumineux du règne animal. Depuis sa tour de guet sur l'île de Pico, Antero guide les bateaux vers les baleines. La vigie les repère jusqu'à 40 km au large. Il identifie à coup sûr chaque espèce de baleine en fonction de son souffle. Les baleines viennent à Pico car nous avons ici une grande profondeur, surtout pour les cachalots. De San Mateus à Caleta, il y a 1000 mètres de profondeur très proche de la terre.
Nous avons aussi des baleines à bosse, aussi bien à droite qu'à gauche, mais elles viennent de façon plus ponctuelle. Parfois, un souffle monte plus haut que les autres, celui d'une baleine bleue. Joe espère avoir la chance d'en croiser une. Baleine bleue, c'est quand même le plus grand mammifère, le plus grand animal sur Terre. Hein. C'est quand même 33 mètres, 80 tonnes. C'est une locomotive de TGV. C'est immense. Je veux dire, peu de gens ont eu la chance de voir une baleine bleue sous l'eau. C'est quelque chose de magnifique. Magnifique. Hein. Pour l'instant, la météo change. Le mauvais temps s'installe. Avec les vagues et la pluie, les souffles des baleines deviennent invisibles pour la vigie. Je ne peux compter que sur mes propres observations pour trouver les baleines. Quand le bateau les croise, elles naviguent et tracent leur route sans jamais s'arrêter. Impossible de plonger. C'est le cauchemar. Les vagues, le vent, la pluie, la grisaille, tout ça, ça joue. Hein. On voit pas bien parce que le ciel est bas, donc on voit pas le souffle des baleines. On sort, on passe des heures pour rien, quoi. Les jours passent et Joe n'est toujours pas descendu dans l'eau. La fatigue s'installe. Heureusement, le vent tourne enfin et le soleil revient aussi vite qu'il était parti. What's happening? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont trouvé une baleine ailleurs? Antero peut reprendre ses observations et les baleines semblent soudain souffler partout. Joe va pouvoir enfin approcher son premier cachalot. Je plonge en apnée pour ne pas déranger le cétacé. C'est un jeune cachalot. Il fait du spy hopping, de l'espionnage pour observer la mer autour de lui. Je m'approche sans bruit. Et c'est là où il m'offre un spectacle assez inattendu. Le cachalot se soulage et Joe disparaît dans un nuage d'excréments. Le voyou, il vient me narguer. Joe, tu montes pas sur mon bateau, t'as encore beaucoup de merde sur toi. Allez, on y retourne, elle va peut-être sortir. Plonger, remonter, plonger encore. Cette course-poursuite avec les baleines est épuisante. On attend, on scrute l'horizon, on cherche le souffle et on espère. On espère avec de la patience. On imagine ce que ça va être. Et d'un seul coup, on a vu au loin, le souffle reconnaissable d'une baleine bleue, qui est un souffle qui monte de plusieurs mètres. Avec son long corps effilé de près de 30 mètres, tirant ses 170 tonnes, la baleine bleue est le cétacé de tous les superlatifs. La rencontrer est d'autant plus exceptionnelle qu'elle est très menacée. Il en resterait entre 5 et 12 000 dans les océans de la planète. On a l'impression qu'on peut la suivre facilement parce qu'elle fait aucun mouvement. Vous palmez comme un malade et à un moment donné, on n'en peut plus. On respire, on regarde, on arrête.
Après, elle s'éloignait dans le vide, mais elle revenait quand même. Et là, on recommence. Ah, c'était magique. C'était vraiment magique. Et cette douceur, cette élégance de mouvement, incroyable. Profitons de ce moment magique, quand on nous a annoncé une triste nouvelle. Au large, nous découvrons le corps d'un cachalot, flottant entre deux eaux. C'est vraiment triste de voir cette peau comme ça, mousseuse. Oh là là. Elle n'est pas grande, hein. Non, elle n'est pas très grande. Un spectacle désolant, mais un symbole fort pour le photographe. Elle est morte il y a 3 ou 4 jours et son corps en décomposition attire déjà une myriade de poissons. Est-elle morte attaquée par des orques? C'est sans doute la pollution et le plastique qui sont la cause de son décès. Mais il faudrait l'autopsier pour en être sûr. Tout ce que nous jetons sur Terre se retrouve un jour ou l'autre dans la mer. Par les rivières et les fleuves, 8 millions de tonnes de plastique rejoignent chaque année les océans. Ces pollutions provoquent la mort de nombreux mammifères comme les tortues et tuent les oiseaux. Le plastique flotte, se décompose. Poussée par les courants, cette soupe de plastique se rassemble en 5 immenses dépotoirs flottants. Pacifique, Atlantique, Océan Indien, ces 5 grands gyres rassemblent le plastique entre la surface et la faible profondeur. Si rien n'est fait, ces gyres seront multipliés par 10 d'ici à 2025. L'odeur du cachalot mort attire soudain un requin peau bleue. C'est un requin magnifique, l'un de mes préférés. Malheureusement, il n'en existe plus beaucoup dans les océans, car il chasse souvent en surface et il est victime de la surpêche. Pollution, changement climatique, vents et courants modifiés, moins de poissons dans l'océan. Tout change sur la planète bleue. Je m'en rends bien compte en voyageant depuis toutes ces années. Plus rien n'est comme avant. Même le calendrier animalier est perturbé. Le plus impressionnant, c'est le continent arctique. Coral Harbor, petite communauté inuite de 800 habitants, profite des longues journées de juillet pour vivre à l'extérieur et bénéficier de la lumière qui a beaucoup manqué pendant l'hiver. Ami et caméraman sous-marin, spécialiste du Grand Nord, Mario Cyr m'accompagne pendant toute mon expédition en Arctique. Mario, tiens, il nous faut du soleil. Soleil et des morses. Et les morses. Nous sommes guidés par des Inuits du village. Ne rien oublier, car là où nous nous rendons, il n'y a pas âme qui vive. C'est la nature la plus sauvage. À 5 heures de bateau, l'équipe va vivre sur Walrus Island, l'île des morses. Et justement, ils sont au rendez-vous. Il n'y a pas grand-chose comme petit. Ah si, il y a un petit au milieu là. Oh, il y a un tout petit. C'est mes premiers morses. C'est mes premiers morses. Je crois que je suis excité comme un enfant qui a vu son... Voilà, j'ai jamais vu les morses. T'as vu la lune Oh. Et l'ours au bas à droite. Là-bas qui nous attend. Ouais. L'ours qui nous attend est patient. Salut les petits, j'ai justement un tout petit peu faim. Hein.
Ça va peut-être dormir sur le bateau, hein. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Mario? Comment? Si on dormait sur le bateau, c'est peut-être plus confortable, plus sûr. Ah, c'est plus sûr, ouais. Malgré qu'un ours est capable d'embarquer à bord, hein. Ouais, ouais. Il y a en fait 5 ours sur l'île. Par sécurité, cette première nuit se passera donc sur le bateau, sous une tente de fortune. Une toute petite nuit, en surveillant ces ours tout proches. Au matin, les ours semblent avoir disparu. L'équipe décide donc de débarquer et de monter le camp. On peut préparer le matériel, mais il faut rester sur ses gardes, le fusil à portée de main. On suit le guide. Les ours sont partis. C'est maintenant certain. Mais heureusement, les morses sont toujours là. On les entend. Et surtout, on les sent. Une méchante odeur de poisson pourri indique leur présence. La colonie est installée sur un reposoir, baignade et bain de soleil. Magnifique, ouais. Il y en a tout le long, tout le long. On dirait qu'ils nous observent. Hein. Ouais. Mais c'est ça, hein, ça voit pas très bien, mais ça sent. Ouais, de très loin. Là, tu sais qu'est-ce qu'ils font, là? Ils se reposent et ils digèrent parce qu'ils mangent des palourdes pendant 4-5 jours sans arrêter. Ouais. Puis ensuite, ben, ils viennent comme ça sur soit la banquise ou sur la falaise pour 4-5 jours à digérer, donc à péter, à roter. C'est pour ça que ça sent comme ça. Ça sent comme nous quand ça va faire 8 jours qu'on est ici. Même chose. À peu près même senteur. Ils se promènent dans le fond. Ils détectent où sont les palourdes, qui est un bivalve, donc qui est vraiment à la fleur de sable. Puis ensuite, ils posent leurs grosses lèvres charnues par-dessus. Puis là, ils donnent un grand coup, ils aspirent, puis ils aillent chercher la viande qu'il y a à l'intérieur. Donc, sans prendre la coquille. Rien, les coquilles restent dans le sable, comme ça, sans bouger. Puis il y a juste chercher la viande qu'il y a à l'intérieur. Puissance qu'il faut. Et méchante succion, hein? Ah, tu vois, regarde, il y en a qui veulent monter, là. Ils veulent s'installer pour la nuit. Avec le soleil couchant, les morses prennent des couleurs cuivrées. Un moment magique pour l'œil du photographe. À cette époque de l'année, le jour ne disparaît jamais totalement. Dans ce long crépuscule, le soleil a rendez-vous avec la lune. Sur cette île du bout du monde, la vie sauvage suit son cours sans s'intéresser à ces campeurs venus de l'extérieur. L'homme n'a pas encore marqué de son empreinte le comportement des animaux, ni le vol des oiseaux. L'équipe veut filmer et photographier les morses dans l'eau. Il faut choisir un rocher suffisamment proche d'un groupe.
Joe pourra ainsi s'approcher facilement et se protéger en cas d'attaque. Il n'a jamais encore approché un morse de cette manière. Voilà, justement, il a planté le bateau dans la faille. C'est parfait. C'est parfait. C'est quand même des animaux sauvages. Et il faut quand même prendre des précautions. C'est une tonne qui charge sur toi. Un mâle qui vient, qui cogne, on n'a même pas le temps de voir. On est comme des morts sur un rocher, hein? Bah ouais. On est bien, hein, tant qu'il n'y a pas de vagues, de creux, etc. Ouais. On est bien là. On va commencer à montrer les dents bientôt. Pour les capter sous l'eau, l'idéal est de filmer un train de morses de passage près du rocher. On observe régulièrement ces déplacements de groupes autour de l'île. Une opération assez risquée. Les morses vivent dans des eaux peu profondes et sont contraints de suivre le gel, puis le retrait de la banquise. Ils migrent et se déplacent en groupe, et c'est ce spectacle que nous souhaitons capter. Sous l'eau, les morses semblent soudain fluides, agiles et légers. Ils se déplacent facilement. Ils sont rapides. Soudain, un grand mâle se détache du groupe et attaque Joe. Joe a frôlé la mort. Il le sait. Il s'était bien préparé, mais les animaux sauvages sont imprévisibles. Il ne faut jamais l'oublier. J'ai à peine appuyé sur le déclencheur. Clic. Et je l'ai vu partir comme une flèche, comme un bazooka. Et je me suis dit, ça c'est pour moi. J'ai commencé à palmer en arrière. Elle a cogné sa tête contre ma palme gauche. Elle a soulevé sa tête. Ma cuisse est passée entre ses défenses. Sa défense a touché ma cheville et elle m'a retourné comme une crêpe. Elle est partie. Et juste à ce moment-là, je perds mon tuba et j'avais plus d'air. Une sacrée expérience. L'attaque n'a duré qu'une seconde, mais elle a été violente. Joe est choqué, mais heureusement, plus de peur que de mal. Plus au nord, nous partons sur le cercle polaire. Repulse Bay est un village inuit aux portes du territoire de l'ours blanc. Ici, le climat change. Les saisons sont de plus en plus souvent perturbées. À cette période avancée de l'été, la glace devrait avoir disparu, mais elle résiste pourtant et prend son temps pour quitter la baie. Sur le bateau de James et David, nous tentons de nous faufiler au milieu des glaçons, mais même morcelée, la banquise est toujours là. Il faut prier le vent du Nord, le dieu du Nord. Peut-être les Inuits qui ne peuvent le faire. Plus on avance, plus c'est serré, hein? Ouais. Poussée par le vent du nord, la vieille glace, celle de l'hiver, devrait avoir quitté la baie depuis 3 semaines. Mais c'est le vent du sud qui souffle et ramène la glace vers la terre. La banquise se densifie au fur et à mesure que le canot avance et bientôt, il faut se rendre à l'évidence, Repulse Bay n'a jamais si bien porté son nom.
Cette météo est inhabituelle. Le climat est perturbé. Si on regarde la carte des glaces de hier, c'est la plus récente, en fin de compte, ça montre qu'il y a vraiment un énorme pack de glace juste à la sortie, en fin de compte, de Ripples Bay. Parce que si on regarde la légende, là, D, ici... D, c'est le rouge, oui. Ouais, on parle de 9 dixièmes, donc de la glace... Densité. Ouais, à 90 %. Donc ça fait de là... à là, comme ça. Oui, directement à la pointe, c'est ça. Ouais. And James, the spot where we can see the bears, là où on peut trouver les ours, is where? Beach Point, right there. It's here, in the middle of the ice. Yes. Punaise, au milieu de la glace, hein? Ouais. On est bien barré. Je voulais revoir l'ours polaire, un animal mythique qui m'attire et me fascine. Je voulais l'approcher dans l'eau, au plus près, comme je l'ai déjà fait autrefois. Le tête-à-tête de Joe avec cet animal puissant a donné naissance à une photo devenue mythique et récompensée par le plus prestigieux prix de photo animalière, sa médaille d'or en quelque sorte. Le photographe garde de cette rencontre un souvenir intact. Chaque instant est gravé dans sa mémoire. C'était un ours jeune, une femelle calme qui se laissait approcher, qui était curieuse. Et donc je me suis mis à l'eau avec elle. Et elle a vu le dôme de mon appareil photo qui reflète un peu l'image. Et elle s'est vue dedans. Elle s'est mise à s'approcher, hein, doucement, doucement. Donc, et je commençais à... À un moment, on dit, elle va s'arrêter. Non, elle ne s'arrête pas. Il y a le cœur qui fait boum, boum. Et d'un seul coup, elle s'est approchée. J'ai la séquence entière. Et je me dis, elle va s'arrêter. Et d'un seul coup, elle met les oreilles en arrière, elle ferme les yeux, elle pose le museau sur l'objectif. Elle se rend compte que ce n'est pas un ours. Et elle sursaute en arrière. Moi aussi, j'ai sursauté en arrière. On ne peut pas faire la même image deux fois, mais d'essayer maintenant, avec mon expérience que j'ai avec cet ours, de faire un peu d'autres images d'ours dans les mêmes conditions, un peu, on va dire, pas de face, de profil, légèrement par en dessous. Voilà quoi. C'est alors que le vent se lève. Le vent du nord, enfin, qui souffle à 100 km/h. Cette tempête fait le bonheur des enfants et de tout le village. Elle pousse la glace et libère la baie. Le vent se calme soudain. C'est le signal du départ. Dans le petit port, les chasseurs se précipitent. Ils attendent ce départ depuis des semaines. Et c'est l'effervescence. Ils sont tous impatients. J'ai sécurisé les caissons. Pour l'équipe, c'est un soulagement. La mer libérée de la glace permet d'avancer vers des îles où se reposent les ours polaires. Jerry, let's go get Allez, qu'on aille chercher cet ours. Après quelques heures de navigation, notre patience va enfin être récompensée. On va s'approcher de lui et voir sa taille. S'il est petit, on le maintient dans les parages, on s'équipe. S'il est gros, on va à côté, on le voit, on le photographie, on le laisse tranquille. Le bateau s'approche doucement. Mais avec tous ces chasseurs sur la mer, l'ours se méfie et préfère prendre rapidement la tangente. Le canot contourne l'île. L'ours a gagné la mer et nage vers un rocher plus calme. C'est un gros mâle là, hein. T'as vu la mâchoire qu'il a? On se met pas à l'eau avec lui, hein. Qu'est-ce que t'en penses?
Il a la peau très jaune. Hein. Ouais. C'est un grandfather. L'ours mesure près de 3 mètres et doit peser aux alentours de 600 kilos. Il a peut-être déjà 20 ans et observe les visiteurs, mais surtout il les renifle grâce à son odorat très développé. Nous le laissons partir tranquillement. Nous aurons d'autres occasions, maintenant que la glace est dégagée. La rencontre en reste là. Mais ce premier contact avec cet animal étonnamment agile est un beau moment. Donc il y a l'instant qu'on vit, au moment où on va faire la photo, qui va durer quelques secondes. Et en fait, dans notre esprit, dans notre tête, il dure une éternité. On a l'impression de vivre quelque chose qui est très très long. Et ensuite, il y a la phase de découvrir ce qu'on a fait après, et de vivre ce moment et de le revivre plusieurs fois. Et ça, c'est du bonheur. Ailleurs dans la baie, les chasseurs inuits scrutent les rochers. Ils cherchent les caribous qui vivent en nombre dans la région. Les Inuits les repèrent facilement. Ils chassent depuis la nuit des temps et font mouche à coup sûr. Le caribou est dépecé en 20 minutes. La viande va nourrir toute la famille. Les viscères de caribou ou de phoque laissés sur place devraient attirer de nouveaux ours. Mais il faut pour cela que la chance ne quitte pas l'équipage. On a la chance d'avoir une mer d'huile. Hein. Les yeux se fatiguent et voient partout sur l'horizon des ours qui n'en sont pas. Il y a un morceau d'iceberg là-bas qui est pas mal. Là. Ce serait bien de voir un ours polaire dessus, c'est bien. Hein. Nous allons faire la rencontre tant espérée. Sur un glaçon à fleur d'eau, une maman et ses 2 petits sont en train de manger. Ils ont senti la présence humaine, mais ils ne s'enfuient pas. Trop occupés à déguster les restes d'un phoque laissé là par un chasseur. Ah, pour moi, c'est le plus bel animal. L'ours polaire, c'est... Un jour, j'ai dit, lorsque j'ai vu mon premier ours, j'ai dit, j'ai vu les 2 extrêmes, la baleine et l'ours. Lorsqu'on a vu ces 2 extrêmes, c'est quand même une chance inouïe dans une vie de voir tout ça. De pouvoir d'être privilégié de voir tout ça. C'est un grand moment dans la vie. La maman ours montre le chemin. Elle veille chaque instant sur ses petits qu'elle éduque progressivement à chasser ou à trouver une tanière. L'idée pour Joe est de les attendre sous l'eau en se plaçant sur leur parcours. Tu reviens, tu fais un cercle en poussant les ours légèrement, doucement dans notre direction. Lorsqu'on plonge et on descend, tu dois garder un œil sur les bulles. Aujourd'hui, la surface est très lisse, c'est magnifique. Tu peux voir les bulles sans problème. C'est clair pour tout le monde?
La maman transporte ses 2 petits sur son dos pour qu'ils ne s'épuisent pas trop rapidement lors de longues nages dans cette eau glacée. Les ours nagent paisiblement, mais vont-ils aller vers les plongeurs ? La maman ours semble hésiter devant ces drôles de phoques à l'horizon. Elle change de route, puis revient, poussée doucement par le bateau. Le bateau doit naviguer le plus lentement possible pour ne pas la stresser. En prenant son temps et avec calme, les ours sont orientés dans la bonne direction. Finalement, la maman ours se décide à passer sur les bulles à l'endroit exact où se trouvent les plongeurs. Malheureusement, l'eau est trouble. Impossible de faire une photo correcte. Il n'y a aucune ici. Il y a 3 mètres de visibilité. Je suis sorti à côté d'eux, je ne les voyais même pas. J'ai fait quelques photos, mais... Après, j'ai les mains gelées, moi. Ah oui? Ouais. L'eau douce en surface, elle est... L'eau douce, glacée en surface lorsqu'elle fond, elle est comme l'huile. Ce qui fait que tu vois rien. C'est trouble. J'ai bu un peu de cette eau. C'est de l'eau douce, hein? On a eu la chance de les avoir en surface, mais là, on se met à l'eau, on voit rien, on voit rien. Et c'est pour ça que lorsqu'on réussit une super photo, il faut être super content, hein, parce que c'est pas tous les jours que ça se répète. Hein. En plus, les boire sur un morceau de glace comme ça, en train de manger, c'était... Hein, c'était un grand moment, c'était un privilège. Hein. On fait rarement 2 fois la même photo. Et d'ailleurs, quel intérêt ? Joe et Mario ne verront plus d'autres ours, mais ils auront 1000 fois l'impression d'en apercevoir au milieu des glaçons, qui dessinent de curieuses silhouettes. J'espère que mes enfants, mes petits-enfants, pourront voir ce que j'ai eu la chance de voir et de photographier. Il faut tout faire pour protéger ça. C'est un patrimoine pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations, pour l'humanité. Ah, c'est un paysage de rêve, quoi. Chaque fois que tu tournes la tête, tu as une sculpture. Et au fur et à mesure que tu tournes autour, c'est une nouvelle sculpture. C'est calme. Avec un silence. C'est rare dans la société d'aujourd'hui qu'on t'entends rien. Ça t'arrête, là? Ouais. Verra-t-on un jour ce paysage sans glace et sans ours? Ce serait une perte irremplaçable. Malheureusement, on y va tout droit. Il ne reste plus que 22 000 ours dans tout l'Arctique qui voient chaque année leur habitat et leur terrain de chasse se réduire comme peau de chagrin. On est trop nombreux sur Terre et il faut savoir faire la mesure de ce qu'on va exploiter et de ne pas exploiter dans ces océans pour ne pas les vider. Une Terre avec un océan mort, c'est la fin de l'humanité.